Bonjour à tous, merci à Jean-Pierre Brun, Thomas Fauché, Bérangère Redon de m'avoir invité à exhumer un dossier qui n'est pas nouveau, mais qui concerne un site qui est sans doute l'un des plus saisissants du désert de l'Est, d'abord par la beauté de ses roches, mais ce n'est pas le seul. Alors, comment ça marche tout ça ? Voilà. Ce n'est pas le seul site, évidemment, important et saisissant par sa beauté, mais aussi parce que sa fréquentation remonte aux premières expéditions pharaoniques, en tout cas à l'Ancien Empire, et qu'elle a laissé des traces épigraphiques d'un très grand intérêt. L'une des premières explorations notables fut celle de Couillat et Montet, voilà. Suivie un peu plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, par celle de Georges Goyon. Et de 1987 à 1989, l'Institut français d'archéologie orientale y mena sous la direction d'Anigas une opération destinée à revoir les textes inscrits sur parois minérales et à nettoyer la base des frontailles afin de découvrir de nouvelles données épigraphiques. Vous voyez ici la petite étiquette indiquée, placée par la mission dirigée par Anigas. Et cette mission fut couronnée de succès puisqu'elle livra, outre de nouvelles inscriptions, dont celle d'Aménie, porte-parole de Sésostris Ier, quelques éléments inédits sur la fréquentation du site et sa chronologie, en partie grâce à la céramique. Ma contribution sera modeste parce qu'elle repose d'abord sur un dossier relativement ancien. Je n'ai pas réouvert ce dossier depuis 1989. Dossier qui n'est pas très épais et qui mériterait d'être complété. C'est grâce à l'initiative de Jean-Pierre Brun que j'ai exhumé d'un placard dessins, notes et comptages, car bien que mince, ce dossier renferme néanmoins quelques points d'ancrage par rapport à l'objectif général du colloque qui concerne la fréquentation de cette artère majeure ouest-est du désert oriental, et en particulier à l'époque impériale, et concerne aussi les activités qui s'y déploient. Donc je me suis replongée très récemment et très imparfaitement dans ce dossier qui... Je remercie donc Jean-Pierre Brun de m'avoir donné le goût de revenir sur le Wadi Hammamat, mais c'était aussi un piège, il faut bien le reconnaître. Pour comprendre l'enjeu de cette contribution et la difficulté à répondre à la question de l'occupation de ce secteur du Wadi Hammamat, Persou, quelques faits bien connus des historiens et des archéologues familiers de ces lieux doivent être rappelés. Il s'agit d'un secteur exploité par des carriers qui laissèrent donc des marques de leur dévotion, de l'Ancien Empire à l'époque de Tibère pour le moins. On y trouve, par exemple, entre autres, le Panéion et ses inscriptions publiées in extenso par André Bernan, donc de Coptos à Kosser en 1972. En face, le Naos dit de Tibère, dont on reparlera plus loin, qui a été réétudié dans son contexte grâce à la mission de l'IFAO et à l'équipe constituée autour d'Anigas. Et un peu plus tard, les inscriptions grecques du début de l'époque impériale ont été publiées par François Kayser. Et c'est à cet endroit que Georges Goyon localisait le sanctuaire de la montagne d'Amon, de la montagne pure. Voilà donc une petite reprise de ce que je viens de dire, et avec en même temps la problématique qui est essentielle dans cette communication. Donc il convient maintenant de contextualiser le site et ses vestiges matériels à la lumière des arguments proposés dans la route de Myosormos. En effet, faut-il penser à la suite des auteurs de cet ouvrage, à la page 192-193, que l'exploitation du Wadi Hammamat et de sa pierre de Beren, le Groat, ou la Groak, fut réactivée sans doute à la fin du règne d'Auguste et sous Tibère. Certes, le texte principal qui concerne, donc suivi de Proskinem, gravé sur le Naos de Tibère, est daté du règne de Tibère, ainsi que les autres inscriptions trouvées aux abords du Naos et publiées par François Kayser en 1993. Et effectivement, elle constitue un point d'ancrage important
que l'on ne peut passer sous silence. Comme l'écrit François Kaiser, on peut donc affirmer que nos proskinèmes et signatures ont été écrits, et j'inclus évidemment non seulement les inscriptions sur pierre, mais aussi les ostracas qu'il a étudiés. On peut donc affirmer que proskinèmes et signatures ont été écrits entre 14 à peu près, CA 14 après Jésus-Christ et 67-68 après. De fait, c'est sous le règne des Julio-Claudiens et singulièrement sous Tibère que l'activité semble avoir été la plus intense au Wadi Hammamat. Mais d'autres données matérielles, c'est-à-dire céramologiques, permettent-elles d'appuyer cette hypothèse tout à fait recevable? On présentera donc un état de la question et un regroupement préliminaire des témoignages anépigraphes de la zone des carrières de Growac, du Panéion et des constructions qui s'y sont déployées autour du naos de Tibère. Lors de la campagne 1987, ce sont surtout, comme je le disais tout à l'heure, les bases des parois rocheuses qui furent dégagées. Sur la rive nord, le naos en schiste noir, daté donc du règne de Tibère, fut désensablé et lors d'un petit sondage effectué à l'arrière, se trouvaient des fragments de céramique probablement datables du Nouvel Empire, mais ceci reste à confirmer. Cette zone correspondrait, selon de l'avis de Michel Beau, au sanctuaire d'Amon Padjou, je vais la présenter, donc au sanctuaire d'Amon de Padjouab, donc le sanctuaire de la montagne pure, figurant sur le papyrus des mines d'or, qui montre la carte de cette région, donc papyrus conservé au musée de Turin, et sanctuaire où se trouvait le sanctuaire dont Georges Goyon avait identifié l'emplacement dans cette zone, et plus précisément, Goyon indiquait la zone du sanctuaire d'Amon, de la montagne pure, dans la zone du naos de Tibère, dit de Tibère. Sur le document interprété dans l'article de Michel Beau, à la suite de Georges Goyon, figurent des numéros entre crochets qui correspondent aux inscriptions hiératiques non indiquées sur ce document graphique. On y voit comme élément important en 1 le chemin, on va dire, qui mène à Yam. On y voit en 5 la montagne et son éboulis. On y voit en 6 ce qui correspondrait au village des ouvriers, où l'on travaille l'or, et en 10 le sanctuaire d'Amon. Et c'est donc ce fameux sanctuaire de la montagne pure qui correspondra à l'emplacement dit du naos de Tibère. C'est un type de document que l'on peut rattacher à la description écrite donc, d'itinéraire dont il représenterait l'unique document figuré, ou l'un des plus rares documents figurés pour l'Égypte pharaonique. C'est un document à visée concrète afin de préparer des expéditions. Et comme l'écrivait Michel Beau, c'est un parcours fléché à travers un réseau de vallées sèches pour le voyageur. Les indications sur la carte correspondent à une réalité topographique utile pour ceux qui souhaitaient s'y rendre et y travailler. Sur la rive sud, en 1987, fut trouvée une longue inscription de Mérenré, puis celle d'Aménie, que j'ai signalée en introduction et qui date du règne de Sésostris Ier. Pour cette campagne 1987, la plupart des céramiques qui se trouvaient dans les déblais datent de la basse époque et de la période romaine. Donc voilà ici une vue. Donc j'ai récupéré récemment quelques photos de l'IFAO. Vous voyez ici le naos de Tibère, sur lequel je vais revenir un tout petit peu en ce qui concerne sa position. Alors j'en profite aussi pour vous montrer évidemment ce qui a été le point de départ essentiel de la datation de ce naos et de la zone, puisqu'il y a donc cette inscription qui correspondrait à l'an 5 de Tibère. Et c'est à ce moment-là, c'est en 1988, donc c'est la campagne suivante, qu'Anigas et son équipe va commencer véritablement la fouille de ce secteur. Bien sûr, Georges Goyon avait commencé à y travailler, mais elle a donc, de manière plus systématique, avec notamment l'appui de Patrick Deleuze, travaillé sur ce secteur. On a donc dans le rapport, parce que très peu d'éléments sont publiés de cette mission, malheureusement, on a donc uniquement, si je puis dire, le détail,
c'est pas un détail, mais enfin disons résumé de la mission dans le Bifeo 1989, où l'on apprend qu'effectivement, on s'est penché sur le village dit des ouvriers qui entoure le Naos. Alors je reviens sur la photo et je vous montre maintenant le plan incomplet qu'en a dressé Patrick Deleuze en 1988-1989, donc avec la photo à côté du secteur, et que l'on peut donc appeler maison d'ouvriers, cabane d'ouvriers, abri d'ouvriers, bref, ce n'est pas très précis. Néanmoins, je dois, et il faut le savoir, à Annie Gass des éléments très intéressants qu'elle m'a fournis récemment, puisque je me suis plongée finalement il y a seulement un mois dans l'ensemble du dossier, donc qui a fait un rapport préliminaire, on va dire, enfin un rapport de fouille presque complet, mais qui n'est pas évidemment sous presse, mais qui est tout à fait intéressant et qui nous montre qu'elle a pu dégager avec ses collaborateurs donc un certain nombre d'évolutions dans le phasage de la construction des... alors le Naos, quand elle a la fouille, en fait, quand elle est arrivée dans la zone, le Naos n'était pas en place, il était renversé, mais c'est la mission française qui l'a remis en place, et donc il s'inscrit dans un quadrilatère de pierres de Growac, et puis donc toute une série de pièces qui se sont agglomérées, si je puis dire, à cette structure importante, mais je ne vais pas évidemment détailler tous ces éléments-là. Alors, pour Annie Gass, donc, qui dit, je la cite, « Le Naos de Growac, qui gisait renversé au milieu de cet espace et figuré sur le plan dans sa position initiale. Rappelons, dit-elle, continue-t-elle, citant Bernan, qu'il s'agit d'un Naos monolithique sur lequel, en l'an 18, sur le règne de Tibère, je viens de le présenter, l'équipe de Publius Juventus Agathopus fit graver des actes d'adoration à l'occasion d'une mission aux mines et carrières de la région. » Donc, je vous ai donc montré cette inscription. Elle poursuit. Il est indéniable que le quadrilatère de blocs de Growac constitue le cœur de l'ensemble des bâtiments. Les murs sont nettement mieux appareillés que les autres. Ils dessinent des angles plus vifs. Pardon, voilà, je reviens sur cette photo. En fait, ce naos marque l'axe de l'ensemble, de chaque côté duquel les pièces forment des groupes à peu près symétriques. Une sorte de dromos accentuant le partage des constructions. Il faut donc imaginer, et c'est important de vraiment prendre conscience de ce qu'elle pense et de la manière dont ils ont établi la chronologie relative de cette zone. Il faut donc imaginer que l'équipe de Juventus trouva un naos ancien situé face au Panéion et qu'elle décida d'en faire un petit sanctuaire dédié au dieu Pan, ou bien qu'elle traîna un emplacement, le naos, qu'elle couvrit, une fois installée en cet endroit propice, de ses actions de grâce. Quoi qu'il en soit, le choix de ce site reste étonnant, car contrairement au Panéion, rien ne semble l'avoir prédestiné à jouer le rôle de sanctuaire de lieu exposé au soleil et presque sous un éboulis de déchets de taille de l'une des carrières de Growac. Peut-être, continue-t-elle, a-t-on conjugué la situation sacrée en face du Panéion avec le fait que se trouvait ici un des rares emplacements assez plats et spacieux pour abriter plusieurs bâtiments. Donc, de l'avis d'Annie Gass, le naos était déjà en place avant que l'équipe de Juventus n'inscrive des actions de grâce sur le monument. Et en plus, ces inscriptions recouvrent partiellement une cassure ancienne, ce que François Kaiser l'a bien montré. Et personnellement, je suis très volontiers cette hypothèse. Néanmoins, on ne peut pas affirmer que le naos soit contemporain de l'époque de Tibère. On ne peut pas non plus davantage situer dans le temps la phase au cours de laquelle le monument fut taillé. Comme je l'ai indiqué plus tôt, il existe d'autres témoignages épigraphiques étudiés par François Kaiser et, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans rentrer dans les détails de la chronologie de ces inscriptions, le flore 8 de ces attestations se situe à l'époque de Tibère. Passons maintenant aux témoignages céramiques. J'ai commencé donc par vous montrer le tessonnier. Et donc, j'ai eu l'occasion d'étudier donc, en très peu de temps, 3 jours en 1987, une semaine en 1989,
Mais bon, on a été à l'époque où nous n'en disons pas dans la préhistoire de la céramologie française, mais on va dire on en était à l'époque chalcolithique. Alors c'est un peu mieux, mais donc on ne disposait pas de toutes les bases pour étudier l'ensemble du matériel. Néanmoins, j'ai donc étudié le matériel qui provenait des éboulis de la rive sud et de la rive nord, et puis également je me suis concentrée sur les vestiges des maisons ou des abris d'ouvriers. Et donc je peux diviser aujourd'hui en 3 phases, en sachant que la basse époque est très bien représentée, l'époque, le Haut Empire également, et que la période ptolémaïque l'est très peu. Évidemment, j'étais très intéressée par la communication très riche de Jennifer, sur le désert, sur des régions un petit peu plus lointaines. Alors, au Wadi Hammamat, donc le matériel de l'époque perse, si je puis dire, je vais synthétiser en disant l'époque perse, qui n'est pas tout à fait juste. Sans doute, il faudrait d'autres confirmations, représentées par ces jarres à pâte calcaire, dont on ne connaît pas encore véritablement l'origine de la fabrication. On peut situer la zone entre la Moyenne-Égypte et la région de Coptostème, et qui sont représentées par, vous voyez, ces très grandes jarres à eau qui constituent donc le stockage pour les carriers qui travaillaient à la basse époque. Et j'ai mis en parallèle des formes similaires que l'on trouve à Éléphantine, donc dans des contextes parfois un peu mieux datés, et surtout un élément d'ancrage relativement nouveau, si je puis dire, qui est là parfaitement daté. Ce sont les fameuses inscriptions, les supports d'écriture constitués de ces jarres côtelées trouvés dans la zone des judéo-araméens d'Éléphantine, puisque les ostraca araméens ont été publiés par Hélène Lozachmer, et on a exactement ce même type de jarre, et on sait donc parfaitement que nous sommes au 5e siècle. La deuxième catégorie de matériel est représentée par ces kegs, comme Jennifer les a montrés tout à l'heure, qui effectivement sont un ensemble. Donc ce sont les kegs ici à gauche qui proviennent donc les sigas, ce qu'on appelle les sigas, selon la terminologie s'appliquant sur les usages actuels, hein, c'est-à-dire ces récipients, ces barillets, qui sont effectivement produits, entre autres, dans les oasis de l'Ouest, d'Arla, mais aussi Rarga, à l'époque, depuis la basse époque et jusqu'à la période romaine. Et en 1988, j'étais très fière d'avoir pu exhumer ce tesson qui correspondait parfaitement à l'une de ces importations des oasis. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Là, je n'en ai choisi qu'un exemplaire pour vous montrer effectivement voilà, cette introduction de produits qui viennent de l'oasis, des oasis, qui n'est pas un phénomène nouveau. Comme vous le savez, au Nouvel Empire, le vin et sans doute d'autres produits, mais le vin en tout cas vient des oasis. On a les ostraca hiératiques de cette période qui montrent en tout cas un acheminement jusqu'à Amarna, à la fin de la XVIIIe dynastie. Alors j'ai mis comme comparaison aussi une diffusion qui va aussi gagner des régions beaucoup plus méridionales, avec ici un parallèle publié par David Aston dans les fouilles allemandes d'Éléphantine. Alors le deuxième période, donc je ne vais quand même pas vous montrer trop d'éléments céramiques. La deuxième phase importante, qui provient d'un secteur qui vraisemblablement correspond, là, ici j'ai fait le scan des zones indiquées par des lettres par Georges Goyon lors de sa publication en 1959. Donc j'ai encerclé le M, et donc qui correspond à une inscription qui se trouve au-dessus, qui est donc publiée dans l'ouvrage de Goyon, et qui, à la base duquel un petit sondage a été pratiqué de plusieurs séries de couches successives, et dans l'une de ces couches, très proche de la surface, on a ce cul d'amphore de type mushroom rim, c'est l'appellation que m'a confirmée Can Sénol, qui date cet amphore du début du IIIe, qui pourrait, à mon avis, être déjà fin IVe avant, et qui serait originaire, d'après sa patte, de la zone sud-égéenne, et pourquoi pas de la région de Kos. Donc, je pourrais dire, c'est quasiment le seul élément, en tout cas dans mes archives. Je ne dis pas qu'il y en ait plus, il faudrait évidemment retourner à Dendera, dans les magasins du service pour... D'accord.
Je croyais que j'avais rien à dire, mais finalement quand même. Alors je vais aller beaucoup plus vite pour la suite. C'est-à-dire, ce qui intéresse Jean-Pierre Brun va arriver tout de suite à l'animal. Alors dans la pièce 17, donc dans la maison 17 ou la pièce 17, on a tout de même un assemblage. Alors je n'ai extrait que les éléments qui pourraient être des éléments ptolémaïques, ou disons fin ptolémaïques de mon avis, avec des bols carénés que l'on ne retrouve plus à l'époque impériale, à droite, et à gauche, un bol à parois relativement évasées avec un pied mouluré qui est tout à fait typique de la fin de la période ptolémaïque. Alors j'ai mis par comparaison des formes qui sont à droite, c'est ce qu'il faut regarder, qui sont des imitations d'Isteon sigillata qui datent de la fin du 1er siècle avant, donc à peu près sans doute contemporain, mais d'envoyer l'assise du fond est un peu différente et qui, elle, correspond à une tradition, je dirais justement plutôt liée aux ateliers de céramique fine importés, donc qui ont pu occasionnellement, comme à Teptunis, être copiés par les ateliers locaux. Dans la même pièce, et donc ça va donc nuancer évidemment l'interprétation d'une pièce qui serait purement de la fin de la période ptolémaïque, donc de la période d'Auguste, on a ce fragment d'amphore AE4 ou Dressel de 4 qui apparaît les plus anciennes attestations à Alexandrie, qui est le point de départ de cette production et consommation, c'est le 1er siècle, donc vous voyez, on est un petit peu plus tardif. Plus intéressant, donc là et c'est là où on a des éléments qui correspondent, alors pas forcément à l'époque de Tibère malheureusement, mais les 3 sigillés Isteon sigillata A, il y en a 3, donc j'ai toute une série de comparaisons, aussi bien avec la céramique italique, donc ça c'est ce qui vient de l'Atlante, et puis ici un autre élément qui est une Isteon sigillata A, qui provient également de l'Atlante, qui sont dans des formes, celle-ci en tout cas, Isteon sigillata, qui a exactement similaire à celle-ci, donc ce ne sont pas des imitations, c'est vraiment des importations. Donc on a cet élément-là, on en a un suivant. Donc j'ai localisé à chaque fois la position d'où viennent ces céramiques, également Isteon sigillata A, époque Claude Néron, idem. Et le seul élément qui serait un peu plus ancien pourrait être celui-ci, que l'on pourrait dater de 10 après mais qui a une relative longévité. Là j'ai mis des parallèles en céramique italique, celle-ci est Isteon sigillata, donc c'est un peu différent. Donc vous voyez, voilà les éléments dont on dispose. Donc ça veut dire que, on va dire en quelque sorte, et par comparaison avec l'Isteon sigillata A que l'on trouve en masse à Alexandrie, à l'époque de Cléopâtre VII et du début d'Auguste, on a donc des masses beaucoup plus considérables. D'abord, d'une part, ça veut dire qu'on n'a pas tout à fait les mêmes flux et les mêmes circuits. Enfin, on a peut-être les mêmes circuits, mais on n'a pas les mêmes flux. Et ici, on est dans une période beaucoup plus ancienne, c'est-à-dire celle justement qui nous manque et qui permettrait de confirmer que la zone du Naos de Tibère a bien été effectivement occupée à la fin du 1er siècle avant et au début, jusqu'au règne de Tibère. Alors, ces informations-là nous manquent. Sachez que des analyses physico-chimiques ont été entreprises, donc bien confirmé qu'elles venaient de la région d'Antioche, plus exactement de la zone d'Arsouze. Et puis, on a quelques éléments également qui peuvent permettre de dater, mais avec quand même beaucoup de prudence, comme cette kaolinite d'Assouan, qui pourrait être du début de l'Empire, par comparaison avec la forme conspectus 13, on voit l'élément qui provient également donc, du Wadi Hammamat. Quelques bols à collerette, là très difficile à dater. J'ai mis en comparaison des formes qui sont datées de la fin du 1er, début du 2e après. Donc là, ce sont aussi des éléments difficiles à exploiter. On peut quand même se dire que nous sommes dans une phase impériale précoce, en partie avec le matériel des faïences, qui sont ici dans des versions à parois assez minces et qui sont certainement le début de la production, donc avec 2 exemplaires. Et puis, alors, le reste du matériel est quasiment indatable, enfin, disons, précisément par rapport à l'objectif auquel j'essayais de répondre, c'est-à-dire époque de Tibère, voilà. Donc, on n'a pas exactement d'éléments, ces fameuses gargoulettes qui sont produites dans la région de Coptos à Thèbes,
avec de beaux exemples conservés ici au musée des Beaux-Arts. Ce sont des produits, comme vous le savez peut-être, qui ont été exportés, alors là, cette fois-ci, par des voyageurs, par des marins, en direction de l'océan Indien. On a d'autres vases à liquide aussi également, qui sont très difficiles à dater, comme cette cruche à gauche. Et puis, de même, la céramique de cuisson, eh bien, là encore, du matériel qui, ici, dans ce cas-là, se rapproche plutôt de contextes datés par Roberta Tomber, de l'époque des Antonins et suivants, donc, au fond, mais qui, quand même, nous permet peut-être de voir qu'il y a une certaine longévité dans la fréquentation de cet établissement. Quant aux amphores, eh bien, on a ce type qui est rare, qui est un type assoinais, et qui est mis en parallèle avec le numéro 703 de Gempeller, dont la datation est très large, premier, troisième. Donc nous, on ne saurait en dire mieux, peut-être un petit peu antérieure, parce qu'elle est plus dans la tradition des amphores hellénistiques. Et puis, voilà l'amphore dite du Wadi Hammamat, que l'on a trouvé en nombre important, qui ne peut pas être daté de la fin de l'époque hellénistique, ça c'est absolument exclu. Après, plus précisément, on a évidemment des parallèles. Ici, je vous montre l'évolution des amphores dans la région d'Alexandrie, qui reste encore une de nos bases de référence par excellence. On peut la rattacher, là c'est la thèse de Delphine 19, disons à la série des amphores A3-1-1, qui est donc un type déjà un petit peu évolué par rapport au type hellénistique, mais qui est du 1er siècle, et on ne peut pas être plus précis. Et effectivement, c'est une morphologie qu'on va retrouver dans la région thébaine. Ici, le sanctuaire de Séti Ier, dans ses phases tardives. Aussi également une amphore qui avait été trouvée à Birbeza. Voilà. Et puis, bon, Clemens Claudianus, évidemment des parallèles intéressants, mais qui sont beaucoup plus tardifs, enfin, que ce que je pense en tout cas. Là, on est vraiment dans des versions en forme de toupie qui sont, on va dire, une sorte de dégénérescence du type, dégénérescence que l'on retrouve aussi, et j'ai bientôt fini, voilà, dans le matériel du Fayoum, hein, qui est plutôt daté 2e, début 3e siècle. Voilà. Donc, en conclusion, vous voyez, donc j'étais très heureuse de travailler sur ce matériel. J'ai simplement, donc, vous voyez, montré des éléments qui nous permettent de dire que la zone est fréquentée, peut-être au IIIe siècle avant, mais un seul témoignage. Je dirais que c'est certainement un voyageur de passage qui a dû laisser une amphore, en tout cas. Et un petit peu de céramique de la fin de l'époque ptolémaïque, donc une occupation très sporadique, éventuelle, pourquoi pas. Donc fin de l'époque ptolémaïque, peut-être du règne d'Auguste. Et ce que nous avons pour la plupart, en tout cas des éléments bien datés, sont plutôt de la période claudio-néronienne, et donc pas antérieure et vraisemblablement beaucoup plus postérieure. Voilà, merci beaucoup.